En attendant que tu trouves ce que tu veux, mais tu commences par ce qui est possible. Et si les gens raisonnent comme ça, on peut voir que petit à petit, on commence par ce qui est possible et on travaille à aller vers ce qu'on veut faire. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à Zantier Podcast. L'invité d'aujourd'hui, que vous soyez de l'ancienne génération ou encore de la nouvelle génération, nous le connaissons tous. Nuhu Arzika, cet ancien cadre de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey, a été un pionnier dans la majeure partie des luttes sociales au Niger. Aujourd'hui président du mouvement pour une citoyenneté responsable, Nuhu Arzika demeure une source intarissable de l'histoire contemporaine du Niger. J'ai voulu le rencontrer afin que nous puissions échanger sur un sujet qui est sur toutes les lèvres. La génération actuelle peine à trouver son chemin. Nous demeurons unanimes qu'aujourd'hui, la jeunesse a du mal à jouer pleinement son rôle dans une société pourtant majoritairement jeune. Alors, à qui la faute? Aux aînés qui n'ont pas su poser les bonnes fondations ou à nous jeunes qui tardons à prendre conscience? Président, bonjour. Bonjour, Salaman. Comment allez-vous? Oh, Dieu merci, alhamdulillah. Notre dernier entretien doit dater d'au moins 9 ans. Oh oui, effectivement, ça peut aller comme ça parce que c'est quand on avait lancé, comment dit-on, Tribune citoyenne sur la jeune télévision Tambara à l'époque. Tout à fait. C'était votre baptême du feu. C'est bien de découvrir que maintenant les choses ont entre-temps évolué. Exactement. C'est bien. Alors pour revenir à notre sujet, oui. Vous avez été un acteur clé dans la conférence nationale souveraine de 91. Dites-nous, de quel genre de citoyen le Niger a-t-il hérité de cette conférence? Oh, je vous remercie. Effectivement, il faut le dire. Et c'est très important de rappeler tout ça. Nous étions effectivement très jeunes lorsqu'on était à la conférence nationale. Nous avons très tôt pris les taureaux par les cornes et nous nous sommes investis avec conscience et responsabilité. Nous étions à l'époque des acteurs actifs et conscients. Notez que la plupart d'entre nous avaient entre 21 ans, 22 ans et 23 ans, 24 ans. Les plus âgés qui étaient au niveau du second cycle ou au troisième cycle, certains, c'était 25 ans. Donc les plus âgés, ils avaient autour de 25 ans, peut-être 26 ans. Et c'est dans ces conditions qu'on a été capable de faire le combat qu'on a mené. Parce qu'au lendemain de la situation qu'on avait vécue à l'époque, il y avait eu une rupture née de ce qui est intervenu entre les scolaires, les étudiants et le régime militaire à l'époque, en 1983. Donc, face aux réformes que le gouvernement de l'époque avait envisagées, évidemment, les étudiants n'étaient pas, disons globalement, les scolaires n'étaient pas en fait d'accord. C'était après le débat de Zander et le débat de 1982 sur l'école, sur la réforme de l'école qui a conduit à la suppression comment on appelle ça, des internats et à la régionalisation des lycées. C'est en ce moment qu'on a essayé de créer les lycées dans toutes les régions. Donc les lycées nationaux sont devenus des lycées régionaux. Et maintenant, on a donc renvoyé tous les élèves de chacun dans sa région, dans son département d'origine. À l'époque, on parlait des départements. Mais pourquoi est-ce que vous n'étiez pas d'accord avec cette initiative? Non, en fait, ce n'était pas... brutalement, le gouvernement a décidé de supprimer les internats. Et en supprimant les internats et en créant la situation qui est intervenue, évidemment, ça a changé les donnes. Les gens n'étaient pas prêts. Et donc, les étudiants, il y avait eu beaucoup de mesures drastiques parce que c'était presque au tout début de, comment on appelle ça, du programme d'ajustement structurel. Et les élèves qui vivaient dans les internats, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les internats, du point de vue de formation, du point de vue de lutte syndicale, de lutte sociale. Les élèves, quand ils sont ensemble à l'internat, et ça a été plus facile
qu'ils s'entendent et qu'ils fassent quelques mouvements. Et à l'époque, lorsque on a décidé de supprimer les internats et on renvoie les gens dans leur région, par exemple, à l'époque, on avait le lycée national, c'était le lycée Issa Korombe. Ensuite, il y avait le lycée de jeunes filles qui était le lycée Kassai. Voilà, le lycée privé et semi-privé qui était le lycée Mayama à Niamey. Maintenant, à Tawa, il y avait un autre lycée d'excellence qui était le lycée national, le lycée Agaba de Tawa. Ensuite, à Zender, il y avait à Zender aussi le lycée Amadou Kourandaga de Zender. Donc, ces établissements-là, effectivement, étaient des établissements qui recevaient les étudiants, les élèves de toutes les régions du pays. Mais avec la mesure qui avait été prise, tout de suite, donc, on a considéré que c'est les élèves ressortissants de chacun des départements qui restent dans sa localité, dans le lycée de la région. Et dans cette phase-là, nous aussi, à notre niveau, au niveau des scolaires, donc la situation était en train de bouillonner. On était vraiment résolument engagés et déterminés à être dans la posture de mener le combat qu'il fallait à l'époque. C'était quoi le combat qu'il fallait? Il y avait des mesures de politique éducative, pour ceux qui nous concernent en tant que scolaires, qui étaient résumés à ce qu'on appelait à l'époque le projet Éducation 3. Donc, et face à ces mesures-là, les 10 mesures qu'ils ont envisagées dans le cadre de la lettre de politique éducative, donc nous avons estimé qu'il fallait protester contre ça. Parce que c'est avec ça qu'on a envisagé l'introduction de la double vacation, la suppression de la programmation, l'institution d'un système de concours pour l'entrée à la fonction publique. Et puis bon, des tas de mesures, donc naturellement, qui n'étaient pas favorables aux scolaires à l'époque et aux étudiants. Donc nous avons lancé le mouvement qu'il fallait à l'époque. Et c'est ce mouvement-là, bien entretenu, et qui a fait que, avec le niveau de prise de conscience des uns et des autres, pendant que l'État lui-même était en train de faire une mutation institutionnelle pour quitter le régime militaire vers le régime civil avec l'adoption de la Constitution qui est intervenue le 24 septembre 1989. Donc, dans la même période, nous aussi, au niveau des scolaires, nous étions en train d'affûter nos armes en termes de combat à mener, de prise de conscience, des exigences en termes de revendications. C'est comme ça que nous sommes retrouvés avec une plateforme que nous avons adoptée le 8 novembre 1989 et qu'on a soumis au régime. Donc, après les élections du parti État, donc c'était un parti unique, donc ce n'était pas une élection, en fait, c'est un référendum électoral qui a vu la consécration du général Ali Chebou comme président de la République, de la Deuxième République, qui venait d'être consacrée par la nouvelle Constitution. Il y avait aussi, donc, comment on appelle ça, les députés qu'on a élus dans la même période. Et il a été investi après ces élections, le 18 décembre 1989. Et nous, en même temps, donc, on attendait qu'ils mettent en place un nouveau gouvernement, et gouvernement dans le contexte de la nouvelle République pour voir comment ils vont examiner nos revendications. Mais est-ce qu'à l'époque, vous aviez espoir quand même qu'avec le nouveau régime, qu'il y ait changement, ou bien vous étiez déjà prêt au combat? On était déterminés, on était résolus et convaincus de notre choix, de la lutte que nous devons mener pour aboutir aux résultats et que nous cherchons. On avait des revendications sociales, des revendications académiques, et il y avait des revendications qu'on peut même dire qu'on peut qualifier de revendications politiques. Parce qu'à partir d'un certain moment donné, quand il y a eu les événements du 9 février 1990, donc la situation a changé, la donne avait changé. Alors qu'on n'avait que notre plateforme revendicative qui avait à l'intérieur la seule revendication qu'on peut considérer politico-sociale ou syndicale, c'est la revendication de la reconnaissance de l'organisation. Donc à l'époque, l'organisation n'était même pas reconnue? Non, elle n'avait pas la reconnaissance formelle qu'elle a aujourd'hui, elle n'a pas. Donc le régime avait torpillé, on vivait un peu la clandestinité, ou disons la semi-clandestinité, parce que quand ça le dit, il accepte de discuter avec les gens.
quand ça ne leur dit pas, ils considèrent que c'est une organisation illégale et on cherche les meneurs et on traite les responsables syndicaux des meneurs. Et donc quand on parle de meneurs, ça veut dire que c'est péjoratif. Alors que c'est un mouvement des scolaires, on n'a pas à parler des meneurs. Ce n'est que les dirigeants syndicaux et non des meneurs. Mais bon, les gens avaient cette connotation négative qu'ils donnaient à ça pour pouvoir justifier leur répression contre les scolaires, contre les responsables syndicaux à l'époque. Maintenant, quand il y a eu les événements que vous connaissez, donc la force qui était la nôtre, c'est le courage qu'on a eu de ne pas flancher. Même qu'il y a eu 9 février, il y a eu des morts. Alors on n'a pas eu peur, on n'a pas flanché, ça nous a davantage réconforté, renforcé, parce que en fait, ce qui s'est passé avant, ce n'était plus la même chose. Désormais, nous sommes sous la République. Avant, on était sous un régime d'exception. Il n'y a pas de base légale, il n'y a rien, c'est la loi, c'est les militaires. Mais maintenant qu'on a une constitution qui dit, voilà, on a la liberté de manifestation, on a tel droit, liberté d'opinion, d'expression, de pensée. Bon, on s'est dit, on va faire le baptême de feu à la République pour vérifier si oui ou non c'est vrai que les gens sont d'accord qu'on est en train de bâtir une République sur la base d'une constitution qui consacre des droits et libertés aux citoyens. Donc vous avez voulu tester l'État? Et nous avons fait c'est pas tester l'État, mais c'est exploiter la nouvelle opportunité qu'offre le cadre légal. La Constitution, désormais, elle est là. Et ce qui n'existait pas auparavant. Mais depuis le 4 octobre 1989, on a une nouvelle Constitution qui a été promulguée après avoir été soumise à référendum et 10 jours plus tôt. Donc, elle a été promulguée. Et dès lors qu'elle a été promulguée, elle est rentrée en vigueur. Et donc, à partir de ce moment-là, eux-mêmes se sont mis à mettre les institutions de la République en place. De l'autre côté, nous aussi, nous nous sommes dit que nous pouvons maintenant utiliser les voies de droit légaux qui sont, qu'on appelle ça, qui sont maintenant désormais garantis par nous. Mais sous quelle bannière, sachant que l'USN n'était pas reconnu à l'époque? Mais désormais, il y a la liberté d'opinion. Et il y a même la liberté d'association. Il y a même la liberté d'association qui est reconnue. Ça veut dire que ce qui se faisait avant, il n'y a plus normalement le droit au gouvernement de nous l'opposer pour empêcher, par exemple, qu'on existe en tant qu'association des scolaires. Est-ce qu'on se comprend? Donc, et voilà pourquoi nous avons considéré que c'était légal que nous fassions notre revendication de manière formelle. Et comme on a désormais un gouvernement qui a été mis en place, qui est un gouvernement qu'on peut considérer de la République, bon, alors on s'est dit, mais pourquoi pas? Voilà pourquoi, à l'époque, sachez que c'est très important. On n'a pas les mêmes avantages que les gens ont aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'y a pas de radio privée, il n'y a pas de télé privée, il n'y a pas de journaux privés, il n'y a pas de médias globalement privés. Si on avait quelque chose à dire avant, il faut passer par des tracts. En dehors des tracts, vous n'avez aucun moyen d'écrire, de communiquer pour dire quelque chose à quelqu'un. Mais aujourd'hui, voyez-vous, vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à tout le monde, en particulier à la jeunesse. Donc voilà pourquoi nous estimons, au lendemain de la conférence nationale, nous, si on a été une véritable source d'inspiration pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais on n'allait pas, ils ont encore plus de capacité aujourd'hui que nous en avons. Nous, on avait plus notre volonté, notre détermination, notre engagement qui était stoïque et imperturbable, qui nous a permis de garder une certaine témérité dans l'action que nous menions à l'époque, et qui faisait que, à l'époque, c'était plus la conviction qui déterminait l'action des gens et que autre motivation. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous trouvez la jeunesse d'aujourd'hui? Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est là. Elle est d'abord la victime de ce que nous avons combattu, notamment le programme d'enseignement structurel, le projet Éducation 3, qui a fait que l'enseignement, l'éducation est devenue une éducation au rabais. Donc, les gens n'ont pas été bien formés ni bien formatés. Et vous avez vu aujourd'hui ce qui est dramatique. Je vous ai parlé de 22 ans, 23 ans, on a été à la conférence nationale. On a pu tenir avec tout ce qu'on tenait comme discours à l'époque et en allant à la conférence. Et on avait une conscience claire de ce que nous avons à faire. Et nous étions les artisans de nos revendications. Nous étions les artisans du combat qui a été mené. On a pu organiser même les gens et puis entraîner, c'était nos aînés. Et on a pourtant on a gardé le leadership.
À votre époque, il y avait quoi dans la tête d'un étudiant de la première année à l'université Abdoumouni de Niamey? Il y avait quoi dans sa tête? Un étudiant en première année à l'université, quand il vient, la première chose, c'est comment réussir académiquement. Quels sont les critères, comment réussir, comment réussir à se former, à se formater, de manière à ce que ça soit une formation digne de ce nom. Et non une formation au rabais que l'on a où on passe son temps à négocier et des notes. Vous vous rendez compte? À notre temps, il n'y avait pas à grande échelle ce que vous avez aujourd'hui, où déjà c'est devenu en vogue. Les gens ne veulent même pas fournir des efforts et pour pouvoir apprendre et comprendre ce qu'ils devaient apprendre pour avoir les connaissances par rapport à ce qu'ils veulent savoir, pour que tout cela leur soit véritablement utile dans leur vie. Les gens trichent, les gens, et avec l'accompagnement de certains parents qui considèrent qu'ils peuvent même aider leurs enfants à négocier les enseignants. On vient à l'occasion des examens, on négocie les enseignants pour le passage des enfants. D'autres même vont au-delà et se débrouillent même pour avoir des faux diplômes. C'est-à-dire que tu n'as même pas étudié pour le diplôme. Tu viens, quelqu'un se met dans une machine, dans un réseau, et on vous fabrique un diplôme. On vous dit, vous avez tel diplôme, tel diplôme. Et c'est avec ça que les gens trichent. Il y a beaucoup de gens dans l'espace aujourd'hui qui existe dans notre pays, dans l'espace public, dans le commerce, dans le monde du travail. Vous avez beaucoup de gens qui ont des faux diplômes. À plusieurs reprises, dès qu'on a essayé de vérifier, on s'est rendu compte qu'on retrouve beaucoup de gens qui font certains trucs avec des faux diplômes. Et moi, je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui sait qu'il n'a aucun mérite à la chose et qui pourtant fonce. Êtes-vous fier de l'héritage que vous nous avez légué aujourd'hui? Non, si vous avez suivi notre héritage, vous n'allez pas être comme ça. Pas du tout. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils font de l'activisme vénal. C'est-à-dire que les gens, ils sont pressés, ils veulent avoir de l'argent tout de suite, ils veulent avoir la belle vie tout de suite. Tu vas voir un étudiant chercher, même pendant qu'on est étudiant, on cherche à avoir des maisons, voitures, V8, et on veut avoir une femme peut-être même avec plusieurs copines en ville et qu'il faut entretenir. Mais ça, c'est incroyable. Vous voulez dire qu'on est pressé? Mais c'est même plus que le mot pressé, c'est-à-dire la façon dont il y a une inadéquation entre le vœu des gens, leurs besoins et l'effort qu'ils fournissent pour satisfaire ces besoins. Parce que la plupart aujourd'hui des gens, et malheureusement, en termes de niveau d'engagement et de sacrifice qu'ils doivent consentir pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus et qui sont des activités licites, des activités méritoires, bon, les gens, c'est pas ça. Nous savons qu'il nous faut aujourd'hui réinventer notre approche éducative. Parce que tout simplement, nous avons un véritable problème de fondamentaux, de base en matière éducative. Et sur le plan de la civilité, sur le plan du civisme, sur le plan de la solidarité républicaine, c'est catastrophique la situation dans laquelle nous sommes. Le savoir-vivre, le savoir-être, les bonnes manières, les bonnes attitudes, les bons comportements, mais qu'on connaissait jadis. Mais aujourd'hui, c'est fini. Vous allez bien voir aujourd'hui, parce que l'organisation a été faite de telle manière que les parents eux-mêmes ont un problème d'encadrement. Eux-mêmes, ils sont mal encadrés. Parce qu'eux-mêmes, ils sont maintenant, ils voltigent. Ils errent, ils n'ont pas de repères véritables sur lesquels leurs enfants vont eux-mêmes s'appuyer pour qu'ils puissent copier et puis avancer. Conclusion, nous avons une république qui est en danger. Parce que tout simplement, regardez aujourd'hui, l'encadrement au niveau de la famille, il n'est pas assuré correctement. L'encadrement au niveau de l'école n'est pas assuré correctement. L'encadrement au niveau de la société, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, dans les rapports humains qui doivent se développer dans notre pays, il y a des problèmes là-dedans. Donc, il y a un problème de civilité sérieuse qui se pose, comment on appelle ça, dans notre pays, et où il y a une nécessité aujourd'hui de nous asseoir pour repenser tout ça. Aujourd'hui, Président, entre dépravation des mœurs, drogue, échec scolaire, personne ne fait confiance aux jeunes. À qui la faute? Mais écoute, la faute, c'est à nous tous. Et la faute, d'abord, c'est aux parents. Les premiers fautifs, c'est les parents. Et aussi, c'est l'État. Parce que l'État, la famille est la base naturelle de la société.
la famille, l'État doit aider la famille à prendre en charge comment on appelle ça, l'encadrement des enfants, pour être dans la position d'être en mesure de s'assurer qu'on est en train de bâtir une république avec des ressorts forts qui sont des grands ressorts de base au niveau de notre société. Lorsqu'un enfant n'a pas bu le lait maternel, il n'a pas été cajolé par la maman pendant qu'il boit le lait. Il n'a pas connu la chaleur de la maman pendant qu'il est en train de prendre le lait ou pendant qu'elle le met en califourchon, elle le porte au dos. Rien de tout ça. Donc ce grand enfant, il grandit dans un berceau avec une bonne, qui est donc, il est loin de la maman, il n'y a rien. Ne parle même pas du père. Donc quand tu as un enfant qui aura grandi comme ça, qui a évolué comme ça, il va avoir l'âge de 2-3 ans, après on l'envoie à la maternelle, petite maternelle, grande maternelle, puis ensuite il va aller à l'école. Donc, eux là, à quel moment les parents s'en sont occupés pour que les fondamentaux de base qui doivent être vécus par l'enfant, qu'il puisse les vivre? Non, il ne l'a pas vécu. L'enfant là va grandir comme ça. Et puis quand il va grandir comme ça, c'est facile pour lui, comme il a été éduqué par Tom et Jerry. Et regarde à la télé, on peut dire à maman tu mens. On peut dire à papa tu mens, c'est faux. Des choses. Donc, ce sont ces choses qu'il a appris à la télé, qui ne sont pas des choses de notre culture. Et il grandit avec ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un enfant comme ça? Alors aujourd'hui, comment remettre la jeunesse là? Mais il faut absolument d'abord une prise de conscience. Il faut que ce que je viens d'expliquer là, que les gens constatent qu'il s'agit de ça. Et que les gens constatent que le problème, il est là. Et maintenant, ensemble, on réfléchit sur comment on va l'aborder. Parce que si tu n'as même pas pris conscience qu'un problème existe, ou bien que quelque chose est un problème, tu ne vas même pas chercher à le corriger parce que tu n'as même pas conscience que c'est un problème. C'est comme quelqu'un qui dort. Celui qui dort, il ne sait même pas qu'il dort. Savoir. Alors, Président, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que si un jour on prend ce pays, on le met entre les mains des jeunes, est-ce que vous pensez qu'on ira à bon port? Mais moi, avec la jeunesse que je vois ici, je suis vraiment inquiet. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle est trop vénale. Elle aime trop la facilité sans effort. Elle veut des choses sans effort. Elle veut tout et son contraire. Vous ne pouvez pas. Et ce n'est pas possible. Il y a des gens qui se tournent, ils disent, mais eux, ils ne comprennent pas comment on fait avoir toutes ces choses-là dans la tête. Retenez, quand vous parlez, on veut être comme vous, dire des choses comme ça, répéter les choses comme vous faites. Mais je dis, mais il faut avoir le temps d'avoir la patience d'apprendre ça. Il faut accepter d'avoir la patience de chercher à voir ça. Mais quand on va à l'école, on ne va pas à l'école pour les points. On ne va pas à l'école pour le diplôme ou pour la note. On va à l'école pour apprendre. Et il faut chercher à apprendre et comprendre. Et la connaissance que vous allez avoir et qui doit répondre à votre besoin du savoir que vous voulez avoir. Alors, il faudrait bien qu'à ce niveau-là, que cet aspect des choses soit quelque chose de très fondamental, que les gens doivent comprendre que ça ne va pas venir de lui-même. Il faut le chercher aujourd'hui. Même qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les choses sont devenues plus faciles. Avant, à notre temps, pour s'acheter un livre, mais c'est la quoi et la manière. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec les moyens des moyens aujourd'hui virtuels, qui ont fait qu'il y a des millions et des millions de bibliothèques qui sont virtuelles aujourd'hui, avec des milliards et des milliards de documents dans tous les domaines de la vie que vous voulez apprendre, avec des moteurs de recherche comme Google qui sont capables de vous orienter et pour vous donner ce que vous voulez comme information. Vous trouvez que ce n'est pas la même chose. Vous trouvez que la jeunesse d'aujourd'hui ne profite pas de tout? Mais elle ne profite pas, elle passe son temps à tchatcher. Elle passe son temps à regarder des films porno ou d'autres types de films, ou bien utiliser négativement le réseau. Aujourd'hui, quand vous allez regarder les pages Facebook des gens, ce qu'ils en font, ce ne sont que des choses inutiles. Ce n'est même pas un échange positif. Parce que si les gens faisaient un échange positif, quand tu mets un méga de 500 francs, de valeur 500 francs, mais tu dois à la fin, avant que ça ne finisse, toi en tant qu'étudiant, on doit voir que tu as téléchargé
Quand on regarde ce que tu as fait avec ça, que tu es parti dans un moteur de recherche, tu as téléchargé un certain nombre de documents, ou tu as pris le temps de fouiller un certain nombre de documents pour avoir certaines informations en lien avec la formation que tu es en train d'apprendre et que tu es en train de chercher, et qu'on se rend compte que tu cherches à maximiser, parce qu'aujourd'hui, les moyens d'aujourd'hui, ils sont énormes, plus importants que les moyens qu'on avait avant. Avant, c'est des moyens analogiques. Il faut prendre un livre pour que tu sois dans la... Aujourd'hui, là, il y a même des livres entiers que tu peux faire lire par un son. Tu es couché et on te lit ça. Tu ne fais même pas d'effort. Mais au moins, l'effort qu'on te demande, c'est d'être attentif. Et de ta position de coucher là, tu écoutes ce qu'on est en train de dire. Vous écoutez, vous n'avez plus espoir pour nous les jeunes. Non, c'est pas qu'on n'a pas espoir. On a l'espoir parce que s'il n'y avait pas l'espoir, je n'aurais pas fait cette émission avec vous. C'est parce que je fonde l'espoir qu'avec une émission comme celle-là, avec des échanges comme ceux qu'on vient de faire, il est possible qu'un certain nombre de choses soient récupérées, que certaines personnes soient récupérées. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils manquent de guidance, ils manquent de guides, ils manquent de gens qui les orientent. Les enfants grandissent en désordre, ils grandissent de par la rue. Aujourd'hui, quel est votre message aux aînés? Message aux aînés et aux enfants et aux jeunes. Avant d'arriver aux jeunes, aux aînés. Il faudra bien aujourd'hui que les aînés, les parents, puissent revoir leur façon de vivre, leur rapport avec leurs enfants. Qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité éminente, une responsabilité historique. Vous avez décidé d'avoir des enfants, vous les avez. Il faudra bien que vous participiez à leur encadrement de base. Ça pèse sur vous, c'est de votre responsabilité. La famille est la base naturelle de la société. Et donc, par conséquent, c'est dans la famille qu'on doit assurer les fondements de base de la socialisation de l'enfant. Puis ensuite, la société reprend ses droits, l'État reprend ses droits, l'école reprend ses droits, ainsi de suite. Parce que l'école, l'État et autres, c'est des appoints. Mais le vrai fondement de base, c'est la famille. Mais si la famille même est mal encadrée, si elle-même elle voltige, mais donc il y a de quoi être inquiet. Et on ne peut pas laisser les gens chacun se débrouiller comme il peut. Non. On ne peut pas laisser les gens se chercher comme Non, on ne peut pas laisser les gens, on ne doit pas laisser les gens se chercher comme ils peuvent. On doit être capable de créer une dynamique républicaine, citoyenne, pour une éducation à la citoyenneté responsable qui fera de chacun un citoyen responsable, qui fera de chacun celui qui accomplira sa partition dans la vie commune que nous menons ensemble. Souvent les gens ils vous disent qu'il n'y a pas de travail. Mais ce n'est pas vrai. Mais écoute, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Mais le drame, c'est un problème d'encadrement, un problème d'orientation, un problème de guide, un problème de guidance. C'est ça le drame. Je vous dis, aujourd'hui, dans cette ville de Niamey-là, moi je connais des jeunes qu'on a encadrés, ceux à qui on a orienté, on a mis sur des rails, qui sont aujourd'hui en train de gagner leur vie. Il y en a même par eux, même quand tu vas leur demander de venir pour être agent de l'État, ils ne veulent pas. Parce que les activités génératrices de revenus qu'ils ont embrassées, et avec le sérieux qu'ils y mettent dedans, mais les permet de gagner leur vie paisiblement, avec aisance. Mais je te dis, je te donne un exemple. Aujourd'hui, même si quelqu'un ne fait que de la friture, tu sais, nous sommes dans une communauté, dans une société où les gens, tout le monde mange dehors pour l'essentiel. Donc, les gens qui mangent dehors, ils ont besoin de kékéna, ils ont besoin de toutes les fritures. Et donc, si tu le fais bien, mais imagine combien de gens vont venir chez toi. Moi, je connais, comment on appelle ça, des gens, par exemple, qui font ce genre de choses, ou même qui créent des sandwichs. Sandwich seulement. Si tu devais faire de bons sandwichs et que les gens te reconnaissent la qualité de tes bons sandwichs, mais les gens vont venir dans la journée, tu peux te retrouver en train de vendre 1000 sandwichs à 500 francs. Mais les gens vont se dire, moi j'ai fait bac plus 5, bac plus 3. Oh là là, mais il ne faut pas vous tromper. Le diplôme est une chose, le diplôme est une présomption de connaissance. Tu as étudié, tu as fait bac plus 8, bac plus 10. C'est l'usage que tu feras de la connaissance acquise et qui peut te permettre de satisfaire et de résoudre tes problèmes
C'est cela qui est le plus déterminant et non le reste. Sinon, le reste, c'est du vernis. Si tu es là, tu as fait bac plus 5 et tu dois sortir chaque matin, attendre que maman te donne encore 200 francs pour aller poser le thé. Donc, à ce moment, ça va servir à quoi? Alors que toi, avec ton bac plus 5, donc ça veut dire que tu as appris le niveau de conscience de ce que représente l'hygiène. Et tu vas, en attendant que tu trouves ce que tu veux, mais tu commences par ce qui est possible. Et si les gens raisonnent comme ça, on peut voir que petit à petit, on commence par ce qui est possible et on travaille à aller vers ce qu'on veut faire. Exactement. Mais si tu dis non, il faut que tu aies ce que tu veux avant de commencer par ce qui est possible, alors dans ces conditions, tu risques de ne jamais rien faire et tu vas rester dépendant totalement de la société. Vous savez, moi j'ai arrêté un certain discours lorsque les gens vous parlent de l'employabilité des jeunes. On travaille pour l'employabilité des jeunes. Non, il faut former les jeunes à être capables d'être entrepreneurs. Lorsque quelqu'un est entrepreneur, il peut entreprendre par lui-même, pour lui-même et pour les autres. C'est comme ça que les jeunes doivent voir ça. Et c'est ça qui doit être la nouvelle règle. L'État ou les autres ne peuvent pas. Aujourd'hui, le Niger, c'est un pays à tout faire. Tout est à faire. Donc, il y a une grosse opportunité qui est là. Quand je vois des gens dire qu'ils vont aller en Europe chercher l'argent ou ils vont aller aux États-Unis chercher l'argent, mais ils me font pitié. Parce que là-bas, je sais que la vie est étouffée. La vie est étouffée. J'ai fait des visites dans ces pays-là. J'ai vu comment nos compatriotes africains, quand ils se trouvent dans ces pays-là, dans quelles conditions ils vivent. Comme nous sommes des pays de consommateurs de viande et de poulet, donc il y a des gens qui aujourd'hui te vendent un poulet à 6 000 francs. Ils font ça, comme c'est bien fait, les gens sont d'accord, ils viennent acheter. Ils peuvent se déplacer de tous les coins de la ville pour venir les trouver là où ils sont et acquérir ça. Imagine si tu vends un poulet ou une pintade à 6 000 francs et que tu vends 100 pintades ou même 1000 pintades. Ça dépend si c'est la fin du mois. Mais si tu vends 1000 pintades, ça fait combien? Ça fait 6 millions. Il y en a aussi, même quand tu n'as rien vendu, tu peux vendre par exemple 100 pintades. 100 pintades, même si tu prends une moyenne de 5 000 francs, ça fait 100 pintades, ça fait 500 000. Et quand tu fais un chiffre d'affaires dans ce genre de choses de 500 000 francs, mais note que ça veut dire que tu peux au moins gagner en termes de marge brute 100 000 francs. Et est-ce que tu as besoin d'aller, comme dit Jean-Michel Kankan, si moi je lave les cadavres, et à la fin de la journée, on me paye mon salaire, je viens, je mets mon costume Jobala, je mets du parfum, est-ce que tu vas savoir que c'est parce que j'ai lavé des cadavres et j'ai eu l'argent? Donc, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sortes gens. Et il faut que les uns et les autres le comprennent, surtout la jeunesse. Nous sommes un pays de jeunes. À plus de 70%, nous sommes un pays de jeunes. Il n'y a pas de possibilité de trouver de l'emploi pour tous les jeunes au niveau de l'État. L'État n'est qu'un petit moyen. Aujourd'hui, l'État n'a pas plus de 200 000 emplois. Même si on suppose que l'État a 500 000 emplois à donner. Mais nous sommes 24 millions de Nigériens. Donc, ceux qui ont pu accéder à cette fonction publique-là et les autres, s'ils ne doivent pas se débrouiller pour définir des activités qu'ils vont entreprendre par eux-mêmes ou avec les autres. Parce que souvent, le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Les gens veulent, chacun veut évoluer seul. Or, seul, on ne peut pas. Unis, on est plus fort, ensemble, on va plus loin. Lorsqu'on entreprend ensemble, et alors à ce moment-là, il y a la possibilité que chacun puisse tirer son compte. Mais quand individuellement chacun veut entreprendre, on ne peut pas. Et je souhaite vivement que ce que nous sommes en train de dire, que ce message puisse pénétrer le subconscient de nos compatriotes, qu'ils soient les parents ou les enfants. Donc si nous prenons conscience que réellement avec tout ce que nous avons comme potentiel, nous allons nous engager et nous battre pour transformer ce potentiel en quelque chose de valable et de valorisable. Et avec le reste du monde, il n'y a pas de raison à ce que nous ne puissions pas garder l'espoir. Moi, je garde l'espoir, je fonde l'espoir que notre situation peut changer et il nous appartient à nous de décider d'aller vers ce changement-là en étant les vrais acteurs actifs et conscients du changement.
Président, merci. Je vous en prie. Merci à vous aussi qui nous avez écoutés. Au revoir et à la prochaine fois pour d'autres podcasts et d'autres invités. Au revoir. Bye bye. Zanche.